Sur Radio Futur Média, midi à Dakar, l'heure du grand journal. Anna Rocha. Le Sénégal a franchi ce vendredi le seuil des 1000 décès. Dans cette deuxième vague de contamination, le nombre de morts par jour reste élevé, même s'il y a une baisse des cas. Focus dans cette édition. Ousmane Sonko condamne les attaques contre le groupe Futur Média. Le leader de PASTEF était tout à l'heure dans les locaux de la TFM. Ouf de soulagement des habitants de Plan Diakhaï, ils commencent à recevoir les papiers de leur maison, une promesse de campagne de Macky Sall en 2019. Dans cette édition, nous vous proposons également un document exclusif sur le puits de gaz de Ngadiaga, toujours en flammes, 3 mois que les populations se sentent abandonnées. Abdoulaye Cissé sera avec nous à suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale, la page des sports de Cheikh Tidiane Diagne et en fin d'édition, notre rubrique Point de vue, l'état de la démocratie et l'état de droit, 21 ans après la première alternance. Quelle lecture? Débat aux environs de 12h35. Anna Rocha. Bonjour à tous. À la une ce matin, la situation de l'épidémie de Covid-19. Le Sénégal a atteint aujourd'hui la barre des 1000 décès. 1 an après la déclaration du premier cas, le pays vit une deuxième vague de contamination plus intense que la première. Il y a baisse des cas, mais le nombre de morts par jour reste toujours élevé à Omaï. 8 morts, c'est le dernier bilan journalier qui pousse les chiffres jusqu'à la barre des 1000 décès. Le nombre total de victimes s'élève à 1003 personnes qui ont perdu la vie face au combat contre le coronavirus. Sur la base de ces données officielles, le taux de létalité est aujourd'hui à 2,6% sur les 37 541 cas de Covid+ depuis le début de la pandémie. Comparé aux pays africains les plus touchés, comme le Maroc, l'Afrique du Sud ou l'Égypte, où le taux de létalité est à plus de 3%, le Sénégal semble mieux s'en sortir. Depuis 1 mois, le nombre de contaminations journalières baisse, mais cela n'enlève en rien la densité de cette deuxième vague jugée beaucoup plus importante en termes de cas graves et de décès. Et ces 1003 morts comme chiffre annuel coïncident avec la levée de l'état d'urgence et de catastrophe sanitaire. 1003 décès enregistrés à ce jour. Mohamed Ly ne juge pas ces chiffres extravagants. Le spécialiste en santé publique pense même que l'épidémie est sous-évaluée au Sénégal au vu des tests limités. On l'écoute toujours avec Aombaye. 1000 morts, dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a certainement beaucoup d'autres affections qui provoquent beaucoup plus de morts. Et quand on voit aussi que dans certains pays européens, maintenant en France et en Italie, ils approchent ou ont déjà dépassé les barres de 100 000 décès, je pense que... Donc, le chiffre en lui-même ne veut pas dire grand-chose. Bon, sinon... Aussi, il y a quand même une sous-estimation très probable parce qu'il y a beaucoup de gens qui décèdent sans avoir pu bénéficier de tests. Beaucoup de décès à domicile où on ne fait pas de tests post-mortem. Et on a l'impression que le gouvernement est en train de jouer à cache-cache avec la pandémie. Et donc, ce qui le montre, c'est la discordance entre le nombre de cas et le nombre de décès. Pour vous, les chiffres ne sont pas réels? Non, ce n'est pas qu'ils ne soient pas réels, mais on ne prend pas en compte la totalité des chiffres. On ne prend qu'une partie. Et ce qui le prouve, c'est justement cette discordance entre le nombre de cas et de décès. On voit que le nombre de cas est en train de baisser, alors que les décès restent toujours pratiquement au même niveau. Et on sait qu'il y a des restrictions pour ce qui est aussi des dépistages. Il y a beaucoup de contacts qui ne sont pas dépistés sous prétexte qu'ils n'ont pas 50 ans ou bien qu'ils n'ont pas de comorbidité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de tests symptomatiques. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous pensons que même 1000 cas, c'est peut-être même beaucoup plus que ça. Et du côté de Fatick, les populations sont de plus en plus préoccupées par la maladie et selon les personnes interrogées, ce sont les jeunes qui sont en partie responsables de cette situation puisque beaucoup d'entre eux ne respectent pas les gestes barrières. Un reportage d'Aminata Goudjabi. Aux alentours du lycée Komodo Fendjouf de Fatick, Adama presse le pas. Le jeune homme ne porte pas de masque, mais dit être conscient de l'ampleur du Covid-19 qui continue ses ravages. Vous n'avez pas porté de masque, pourquoi?
Ah, ce n'est rien du tout. C'est que j'avais oublié le masque à la maison quand même. Si la maladie est là aussi, c'est vrai. Le virus circule dans le pays et c'est uniquement parce que beaucoup de jeunes sont inconscients. Selon Rokhaya Diouf, la soixantaine révolue. Vous avez vu que moi j'ai porté mon masque. De toutes les façons, les grandes personnes au moins respectent les mesures barrières. C'est au niveau de la jeunesse qu'on constate que vraiment ça reste beaucoup à faire. Nous voyons que la barre monte, le nombre de décès monte de jour en jour. Donc les gens doivent vraiment faire beaucoup d'efforts pour respecter les gestes barrières. Oui, parce que la maladie est là, parce qu'il n'y a que ça qui peut sauver les gens. Wali Diouf, un père de famille habitant le quartier émetteur de Fatick, est du même avis. Et pourtant, selon lui, les autorités sanitaires ne cessent de sensibiliser. Je crois que l'éducation aussi doit commencer par la maison. Il faudrait que, par exemple, chez moi, même les élèves, quand ils sortent le matin, je leur demande effectivement de mettre le masque. Ces personnes du 3e âge rencontrées sur les rues de Fatick ont hâte de se faire vacciner, mais déplorent un manque de communication concernant le déroulement des opérations de vaccination. Rokhaya Diouf. Jusqu'à présent, on n'est pas encore situé pour là où on doit aller pour nous faire vacciner. Les grandes personnes, parce qu'on ne sait pas. Même mon mari a été au centre là pour demander. Ils lui ont dit qu'ils n'ont pas encore commencé. Et depuis le début de la pandémie, près de 800 cas positifs ont été répertoriés dans la région de Fatick. Aminata Gouyabi, Fatick RFM. Pour être complet sur le bilan du jour, 113 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures sur 1655 tests réalisés. Un taux de positivité de 6,82%. 288 patients ont été déclarés guéris et 36 cas sont pris en charge dans les services de réanimation. Fin de l'état d'urgence sanitaire ce soir à minuit. Pour autant, l'inspection d'académie de Dakar suspend toujours les cours de l'après-midi. Selon l'inspectrice d'académie, le réaménagement des horaires sera maintenu à l'école élémentaire tant que le Sénégal continue d'enregistrer des cas de Covid-19. Khadijatou Diallo au téléphone avec Georges Diop. On a mis fin à l'état d'urgence, mais la pandémie est toujours là, n'est-ce pas? Et ce réaménagement-là était lié surtout à permettre d'éviter que les enfants de l'élémentaire aient à faire 4 allers-retours. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais pensé qu'un seul aller-retour était suffisant et c'était lié vraiment à la pandémie. Et que tant qu'il y aura Covid ici, au Sénégal, cet horaire-là, en tout cas tout le temps que je serai l'inspectrice d'académie de Dakar, Inch'Allah, cet horaire-là, il va demeurer jusqu'à ce qu'on ait 0 cas de Covid. Maintenant, il faut se dire que ce n'est pas nouveau dans le département de Dakar. Nous avons 4 IEF. L'IEF de Dakar Plateau était dans cette organisation pédagogique depuis plus de 10 ans. Et Dakar Plateau le faisait alors que toutes les 3 autres IEF étaient dans l'horaire officiel, c'est-à-dire mardi et jeudi, 15h, 17h. Moi, ce que j'ai fait, j'ai uniformisé seulement par rapport à l'horaire officiel maintenant. Et il y a eu un amalgame qui a été noté, c'est-à-dire des écoles privées qui étaient dans 8h, 16h, 8h, 18h, et les écoles privées qui avaient 2 déplacements, c'est-à-dire quand l'élève entre à 8h, il ressort à 16h. Ces écoles-là n'étaient pas dans mon dispositif. Donc, je les laissais faire puisque l'élève ne ressort pas jusqu'à 16h ou 18h. C'est un contrat entre le parent et l'école. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne mettais pas ces écoles-là dans le dispositif. Il y a eu vraiment amalgame. Merci d'écouter le grand journal d'RFM. Il est midi 9 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. Ousmane Sonko s'est rendu ce matin dans les locaux de la télévision Futur Média, accueilli par le directeur général du groupe. Le leader de PASTEF a condamné donc les attaques perpétrées contre GFM. Il a appelé au respect des lignes éditoriales de chaque organe de presse et comme annoncé hier par sa cellule de communication, Ousmane Sonko ne s'est pas prononcé sur la sortie médiatique de son accusatrice. Nafissatou Sila y était. C'est à 9h45 qu'Ousmane Sonko foule le portail de la TFM avec son protocole. Dans un grand boubou 3 pièces et bonnet blanc, il prend les escaliers pour le bureau du directeur général du groupe où il est reçu avec les directeurs de département. Quelques présentations. C'est un vieux jeune. Voilà, c'est le gardien du temple. Et puis un entretien s'impose, mais sans la presse.
Une heure après, Ousmane Sonko visite les locaux de TFM et s'en réjouit. Le leader de PASTEF profite ainsi de l'occasion pour condamner les casses perpétrées contre GFM et affirme qu'il est hors de question que cela se reproduise. C'est des pratiques que nous n'approuvons pas, que nous dénonçons, que nous condamnons, parce que les groupes de presse ne peuvent pas être notre adversaire et les groupes de presse font leur travail et couvrent simplement une actualité. Chaque groupe de presse a une ligne éditoriale et ça c'est valable dans tous les pays du monde qu'il faut respecter. Mais au-delà, je ne vois pas en quoi un groupe de presse peut être constitué un danger au point de faire l'objet d'attaques physiques. Nous le dénonçons, mais nous lançons un appel à tous les Sénégalais et à ceux qui se réclament de nous, comprendre que nous n'approuvons pas ce genre de pratiques, nous ne les recommandons pas et nous leur demandons, à l'avenir en tout cas, d'éviter ou de cesser toute pratique similaire. Boubacar Ndour, directeur des programmes, rappelle l'éthique du groupe et insiste sur son impartialité. Donc ça nous fait plaisir que vous reconnaissiez un peu qu'il y a des gens qui sont là pour quand même essayer de déstabiliser ce patrimoine sénégalais qui a été fondé par un patrimoine national qui est Youssou Ndour. Donc vraiment on est très content de vous recevoir ici chez nous. Maintenant, je pense qu'on a eu à échanger en privé et on peut partir sur de nouvelles bases et on veut vous rassurer que ici notre credo c'est l'impartialité, c'est le professionnalisme. Les belles relations de GFM avec la classe politique est indéniable, a soutenu le directeur des programmes et espère qu'elles resteront intactes. Et après cette visite aux Almadies, Ousmane Sonko est attendu chez Ahmed Khalifa Niasse. Le personnel enseignant et administratif du CM de Pikine à Saint-Louis est inquiet. Sans nouvelles de leur collègue Alioune Badara Dia, arrêté 3 semaines avant les dernières manifestations par la division des investigations criminelles. Il demande sa libération. Le professeur d'anglais marié et père de famille est actuellement en détention préventive à Sébikotane. Il est accusé d'appel à l'insurrection sur les réseaux sociaux. Plus de précisions avec Mohamed Abissila. Le collectif des enseignants du CM de Pikine s'inquiète sur le sort d'un des leurs arrêtés peu avant les récentes manifestations dans le pays. Madame Soukey Ndiaye Ndaw, professeure d'histoire et de géographie et aussi de lettres, Alioune Badara Dia, qui a été interpellé par la DIC et qui a été amené à Dakar. Depuis lors, nous, on n'a pas d'informations sur lui. Vraiment, on voulait un peu donc alerter l'opinion publique sur son cas pour qu'au moins la justice puisse faire rapidement son travail et qu'il puisse être libéré pour qu'il puisse revenir faire son travail car ses élèves l'attendent, l'école l'attend, sa famille aussi l'attend. L'arrestation de cet enseignant qui tenait des classes de 4e et de 3e a fortement endommagé les enseignements, selon son collègue Malik Sakho, qui explique les multiples démarches effectuées sans succès. Dès les premiers jours, on a fait un débrayage, mais par la suite, on a décidé donc d'aller voir sa famille, on a discuté avec ses parents et tout. Par la suite, on a décidé donc de continuer les cours, mais quand on a vu que la situation donc risquait de s'aggraver, ce qu'on veut pour le moment, c'est qu'on puisse au moins accélérer son dossier. Actuellement emprisonné à la maison d'arrêt et de correction de Sébikotane, Alioune Badara Dia est soupçonné d'avoir tenu des propos insurrectionnels sur les réseaux sociaux, ce que refute l'intéressé qui n'est connu d'aucun militantisme dans un parti d'opposition. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Cette précision de la direction de la Radio Futur Média, le journaliste Khalil Djemé, condamné à 6 mois avec sursis dans une affaire de diffamation, l'opposant au ministère de l'Environnement n'est nullement lié à la RFM ou au groupe Futur Média. Il n'est ni correspondant, encore moins collaborateur du groupe Futur Média, comme l'auraient écrit certains confrères. Le journaliste en question est l'administrateur du site exclusif.net. Ce ouf de soulagement des habitants du plan Djahaï, ils ont commencé à recevoir les papiers de leur maison. C'était une promesse de campagne de Macky Sall en 2019. En assemblée générale hier, les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar ont posé sur la table d'autres doléances. Abdou Diouf Diagne.
Une commission chargée de la distribution est installée au niveau de la mairie de Djahaï. À ce jour, 725 familles ont déjà reçu leurs papiers. Boubouba est le premier adjoint au maire. C'était des locations-ventes et le président de la République a attribué gratuitement les maisons aux populations de Djahaï. C'est des maisons au nombre de 3000. Donc les 2725 sont déjà habitées. Il reste moins de 300 à terminer. Donc nous appelons aussi le président lui dire de terminer ça parce que leurs ayants droit sont là, ils réclament leur maison tout le temps. Oui, ils ont commencé à recevoir les papiers. S'il y a des questions supplémentaires venant des populations, ils peuvent directement se rapprocher de Khady Diop. Maintenant, ces souteneurs du chef de l'État dans cette commune créée en 2011 demandent l'achèvement des travaux du centre de santé et le prolongement de la voirie dans les autres quartiers. Nous ne disons pas que tout est rose à Djahaï. La santé, par exemple, nous avons un centre de santé en construction qui n'est pas encore terminé. Donc nous appelons aux autorités, nous disons au président de la République de venir assister ce chantier-là. Les voiries, déjà il y a Promoville qui est dans la ville, mais il y a des quartiers quand même qui n'ont pas encore pu bénéficier de ces routes-là. Donc tout ça, nous demandons à l'État de le faire. Mais quand même, nous ne crachons pas sur ce que l'État a déjà fait à Djahaï. Les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune qui se réjouissent du comportement des populations lors des violentes manifestations réaffirment leur soutien au président Macky Sall. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Un lendemain d'incendie à Ndam et Ndjambou, le conseil départemental de Koumpentoum apporte soutien et assistance aux sinistrés. Le préfet a lui saisi l'occasion pour faire un appel au renforcement du dispositif des sapeurs-pompiers de la localité, mais aussi l'élaboration d'un plan de lotissement. La correspondance de Moussa Oumar Gueye. Le préfet de Koumpentoum plaide pour le renforcement du dispositif des services techniques, notamment des sapeurs-pompiers. Ceci pour mieux faire face aux catastrophes comme les incendies. Hamadi Mbeng, le préfet du département de Koumpentoum. Des incendies qui ont pratiquement dévasté beaucoup de récoltes, beaucoup de concessions, mais aussi il y a eu des pertes d'animaux. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Dès l'annonce de ces deux incendies, nos services se sont déployés sur le terrain, que ce soit les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, le service départemental du développement communautaire, du conseil départemental, de réagir de façon très prompte. L'État du Sénégal, dans sa politique sociale, compte sur les collectivités territoriales dans un premier temps, parce que nos rapports ont été envoyés à qui de droit et nous espérons que les jours à venir, que d'autres appuis vont venir de l'État central. Le conseil départemental de Koumpentoum n'est pas resté insensible face aux préoccupations des familles sinistrées des incendies de Ndam et Ndjambou. Idjantine, secrétaire général du conseil départemental de Koumpentoum. Et ils nous ont surtout orientés vers la reconstruction de leur habitat. Lié à l'eau, notamment à Ndjambour, c'est un problème qui date de très longtemps. Et lui, il nous rappelle chaque fois cela. Il dit quand il était député, il a toujours plaidé pour que Ndjambour ait un château d'eau. C'est en cours, mais c'est un peu lent. Et le problème soulevé, c'était l'eau. À Ndjambour, il n'y avait pas d'eau. Il a fallu faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Le préfet Hamadi Mbeng demande par ailleurs aux responsables des collectivités territoriales des communes de trouver une solution pour la mise en place d'un plan de lotissement adéquat. Les communautés ont également une part de responsabilité dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur. Je vous l'annonçais dans les titres, le puits de gaz de Ngadiaga est toujours en flammes. L'incendie s'était déclaré il y a 3 mois, jour pour jour. Depuis le 19 décembre 2020, le feu n'est toujours pas maîtrisé. En dépit du renfort du géant américain Halliburton, le gaz brûle en surface au grand désarroi des communautés qui se sentent abandonnées par les autorités et elles vivent avec la hantise d'un accident beaucoup plus grave. Un document exclusif réalisé par Abdoulaye Cissé. À vol d'oiseau, dans cette zone des Niayes, des manguiers à perte de vue. Ici, il n'y avait rien pour perturber la quiétude des lieux en ces temps où la cueillette de certaines variétés de mangue n'a pas encore commencé. Rien sauf le bruit des camions qui dévorent le bitume qui ouvre le ventre des Niayes. Rien, mais depuis 3 mois, un bruit sourd qui provient des profondeurs de la terre. En surface, le feu jaillit de la tête de puits d'une des installations des 13 puits dans la zone. 3 mois que les communautés ont l'impression de vivre la guerre. On n'a pas de solution. Et ce qui est grave, la nuit, on entend des bruits venant de la profondeur. On ne sait pas, puisqu'on ne sommes pas qualifiés sur les métiers de gaz. Donc, mais ce qui est sûr, mais que ces bruits-là affectent sur la conscience des enfants, de nos parents et autres. Nous les avions rencontrés il y a 1
un mois et la situation a empiré, que les populations ont l'impression d'avoir été abandonnées avec le feu. Le ministre, je pense bien que je ne me suis pas trompé, il disait qu'à 15 à 20 jours, il peut régler ça, mais jusqu'à un mois et quelques, on n'a pas de solution. Il y a une logistique qui est là-bas. On a mis une logistique là-bas, les sapeurs-pompiers sont là-bas, mais on ne sait pas pourquoi ça continue toujours à faire la flamme continue. La joint venture Forteza Petrosen a bien fait venir le géant américain Halliburton pour neutraliser l'incendie. Le déploiement avait des airs de débarquement de Normandie dans les Niayes, mais la réalité est pâle et bien triste. Halliburton s'est noyé dans le gaz de Ngadiaga. En dépit de la facture salée fourguée au ministère du Pétrole avec des clauses hasardeuses que les experts du milieu n'ont jamais rencontrées de toute leur expérience, le feu couvre toujours. Le matériel de Halliburton ramené de Houston aux États-Unis n'a presque pas servi. Les flexibles pour atteindre les 1700 mètres de profondeur ne sont pas adaptés. Ngadiaga vit dans la peur d'une explosion, un accident industriel qui fait ressurgir les vieilles doléances des communautés, car cela fait 24 ans que du gaz sort des entrailles des Niayes, mais Ngadiaga manque encore de tout. Ils ont plus de 13 puits de gaz ici à Ngadiaga. Quand ils prennent nos terres, ils nous dédommagent avec des dédommagements très minables. Ils vont compter les arbres qui se trouvent sur le terrain. Par exemple, ils vont compter le nombre de manguiers sur le terrain. Et chaque manguier, ils vont vous dédommager 50 000 francs par manguier. Alors que pour ce même manguier-là, vous pouvez gagner plus de 500 000 pour une seule saison dans ce manguier. Ils vont le prendre pour l'éternité pour vous faire 50 000 francs au retour. Nous n'avons pas de centre de santé, il n'y a même pas de case de santé, nous n'avons même pas d'eau potable pour boire. Depuis le 19 décembre, le puits de gaz brûle à Ngadiaga. Le Sénégal a pu être préoccupé par autre chose ces derniers jours, mais à Ngadiaga, l'expertise la plus commune est celle de tendre les oreilles. Les jours les plus heureux sont les jours où le feu ne gronde pas des profondeurs de la terre. 3 mois pour éteindre un puits dans une zone où les puits de gaz sont disséminés partout. Ça fait vraiment peur. Et ce n'est pas encore fini. Midi 22 minutes à Ngadiaga, dans la région de Thiès, où vous nous suivez sur la 102.5. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Détidiop. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. Les obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, inhumation ce vendredi. La dépouille est arrivée à Séguéla, sa ville d'origine. Ahmed Bakayoko sera enterré après la prière du vendredi Gobi Ayabi. Séguéla, région du Ouorodougou dans le nord-ouest ivoirien. Il est 17h20 ce 18 mars. L'hélicoptère transportant la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est posé. L'étoile d'État regagnait sa terre, la terre de ses ancêtres. La douleur était notable, les larmes visibles, les visages fermés. Juché sur un commun car puis enveloppé du drapeau national, la dépouille est accueillie par le chef de l'État Alassane Ouattara et la grande famille Bakayoko. L'accueil est jusque-là sobre, mais la procession de l'aérodrome à la mosquée de la ville va complètement changer l'ambiance. Des centaines de jeunes à moto ont investi le cortège officiel. Pleurs, cris, acclamations, silence et questionnements. Dans la soirée, la veille religieuse au stade Loseni Soumaoro de la ville a réuni le chef de l'État, la famille Bakayoko, les plus hautes autorités du pays, les guides religieux et les amis venus des 4 coins du monde pour dire adieu à l'illustre disparu. Des prières pour le repos de l'âme du défunt ont été formulées jusqu'à l'aube. Ce vendredi 19 mars, après la prière musulmane de 13 heures, la douloureuse séparation. Levée de corps à la mosquée de Séguéla, cérémonie mortuaire suivie de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Ahmed Bakayoko aura ainsi quitté la terre. Ici à Abidjan, Gobia Yabi, RFM. On prend la direction du Niger, Georges. Une mission ministérielle était hier dans la région de Tillabéri. La mission conduite par le ministre de l'Intérieur s'est rendue sur les lieux de l'attaque de Bani Bungu dans l'ouest du pays. Elle a rencontré sur place les familles des victimes, les chefs de village et les autorités locales. Lundi, des hommes armés ont tué 58 villageois
qui revenait d'une foire. En Tanzanie, la nouvelle présidente a prêté serment. C'est ce matin que Samia Suluhu Hassan a prêté serment. Elle devient du coup la première femme à diriger la Tanzanie. Après sa prestation de serment, elle a procédé à une revue des troupes. Samia Suluhu Hassan doit rester au pouvoir jusqu'en 2025, fin prévue du mandat de son prédécesseur. John Magufuli, décédé mercredi. Sur la crise centrafricaine, des consultations nationales vont être organisées dans les tout prochains jours. Oui, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé un dialogue républicain. L'objectif est de recueillir l'avis des Centrafricains, ce qui va conduire à une paix définitive dans le pays. Je vous propose d'écouter Faustin Archange Touadéra. Il est au micro de RFI. Mes chers compatriotes, je voudrais vous présenter la feuille de route du dialogue républicain et vous annoncer l'ouverture dans les plus prochains jours des concertations nationales. Ce dialogue républicain que je veux sincère, inclusif et constructif permettra, je l'espère vivement, de mobiliser tous les segments de la société centrafricaine autour d'un agenda pour la consolidation de la paix et de la sécurité, la stabilité politique et institutionnelle, la réconciliation nationale, l'appropriation et la bonne gestion de nos ressources naturelles, une gouvernance inclusive et démocratique, ainsi que le développement. L'objet de ces consultations consiste à recueillir vos avis, vos recommandations et suggestions pertinentes sur les résultats escomptés, ainsi que l'agenda d'intérêt national prioritaire et les principes fondamentaux à préserver. Je suis donc à l'écoute de tous les Centrafricains et Centrafricaines. Et c'est la fin, Anna, de cette page internationale. Merci beaucoup, Georges. On vous retrouve dans moins de 5 minutes pour, pour la revue de presse cette fois-ci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Aujourd'hui, 19 mars 2021, 21 ans après la première alternance, quelle lecture faire de l'état de droit et de la démocratie au Sénégal? Débat tout à l'heure avec Ibrahima Bahoum, journaliste formateur, et le docteur Abdoulaziz Mbodj, constitutionnaliste. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne nous a rejoint. Bonjour, cher. Bonjour à vous, Anna Rocha, et bonjour à tous. On va se régaler en avril prochain lors des quarts de finale de la Champions League européenne. Le tirage au sort a été effectué ce matin. Et déjà un remake de la finale de l'année dernière entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich qui vont se retrouver cette fois-ci dès les quarts de finale. À noter que le Bayern de Munich est champion de cette compétition. Le PSG est vice-champion. Des chocs les uns plus succulents que les autres sont attendus. Youssouf Bodian. Des retrouvailles entre le champion en titre, le Bayern Munich, et le Paris Saint-Germain. Les Allemands avaient battu les Français en finale de la dernière édition par 1-0. Cette fois-ci, les Parisiens auront 2 matchs, dont le second au Parc des Princes, pour tenter de prendre leur revanche. Retrouvailles également entre le Real Madrid de Karim Benzema et Liverpool de Sadio Mané. En 2018, les Merengues avaient dominé en finale les Reds qui misent sur la C1 pour sauver leur saison compliquée en Première Ligue. En revanche, tirage plutôt clément pour les Anglais de Chelsea d'Edouard Mendy qui hérite du FC Porto de Mamadou Loumdjaï. Mais attention, les Portugais ont sorti en 8e de finale la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Manchester City de Guardiola a sur son chemin Dortmund de Haaland, actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 buts. Les Citizens, impressionnants leaders de Première Ligue, courent toujours derrière un premier titre en Ligue des Champions. D'ailleurs, sur les 8 quarts de finalistes, Manchester City et le PSG sont les 2 qui n'ont jamais remporté la coupe aux grandes oreilles. Fait marquant, début avril, on aura donc des quarts de finale privés de Messi et Ronaldo qui ont monopolisé l'attention depuis plus d'une décennie. Des quarts sans les 2 hommes aux 11 ballons d'or, ce n'était plus arrivé depuis 2005. Il y a 15 ans donc, Mbappé, 6 buts, était âgé de 7 ans et Alan, 10 buts cette saison, 5 ans. 2 pépites qui ont là l'occasion rêvée d'arracher un trône confisqué par 2 génies du football depuis plus de 10 ans. Youssouf Bodian a précisé que la manche allée de ces quarts de finale de la Ligue européenne des clubs champions sont prévues pour les 6 et 7 avril. Une semaine après, le retour entre donc ces clubs s'est prévu
pour les 13 et 14 avril. Donc, on va se régaler. Toujours dans l'actualité du football, cher, demain samedi, le début de la 10e journée de la Ligue 1 entre choc et classique. Et il faudra préciser d'ailleurs dimanche au stade Djibril Wade à 17h, le choc entre Génération Foot et AS Douanes. Ces deux clubs ont en ligne de mire la première place qu'occupent justement, disons, les Gablous. Un classique à Ziguinchor entre le Casa et le Giraffe de Dakar. Autre match prévu pour le dimanche à partir de 17h. AS Pikine joue contre les Yambars de Salé au stade municipal de Mbao. C'est l'Union sportive de Gorée, avant-dernière au classement, qui va jouer contre les Niamrou de Louga au terrain de SNEPS de Kies. C'est le SNEPS Excellence, le promu, qui va accueillir Mbour Petite Côte. Un autre match est prévu entre le stade de Mbour et Tenguek FC. À noter dès demain l'entame de cette 11e journée à partir de 17h au stade Alassane Djigo. Dakar Sacré-Cœur qui va en découdre avec Niaritali qui a signé sa première victoire après 10 journées de championnat. La recherche, c'est fini. Merci beaucoup, cher Tidiane. Prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h. Midi 30, la revue de presse signée Georges Détidiop. Adji Sarr, Ousmane Sonko, la parole de la jeune dame toujours retentissante. Plusieurs questions après la première sortie publique de l'accusatrice du leader de PASTEF. D'abord, celle que se pose Vox Populi. Sonko refuse-t-il le corps à corps avec Adji Sarr? En effet, le journal souligne qu'Ousmane Sonko affiche l'indifférence après la déclaration de la masseuse et poursuit ses tournées de remerciements aux organisations qui l'ont soutenu. Pour autant, un de ses soutiens, Cheikh Tidiane Dièye, dénonce une théâtralisation de la tragédie, une grave agression contre les principes moraux de notre société. Nyolank, lui, tire sur le pouvoir et face aux accusations et contre-accusations dans l'affaire Sweet Beauté, Source A trace la voie pour l'éclatement de la vérité. Mon confrère affirme qu'il urge de s'attacher les services de 1001 cabinets médicaux étrangers dont le résultat des tests ADN sera exempt de toute possibilité de manipulation ou de trucage. En tous les cas, de l'avis du journal Le Quotidien, tout le Sénégal attend Ousmane Sonko et Adji Sarr à la barre. Mais c'est déjà le procès pour viol avant l'heure puisque chacun d'entre eux a livré sa vérité dans les médias. Et le secret de l'instruction dans tout cela, Ousseynou Samba, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste du droit pénal, confie dans l'Observateur que ni Adji Sarr ni Ousmane Sonko ne sont soumis au secret de l'instruction. Quant au professeur Ibabari Kamara, lui aussi spécialiste du droit pénal, il explique que l'article 11 sur le secret de l'instruction ne vise pas la plaignante ou la personne poursuivie, mais le fait pour une partie à travers son avocat qui connaît bien le dossier s'il se permet de venir publiquement faire des déclarations qui ont un rapport direct avec l'affaire qui est en cours. Ceci, selon lui, constitue une violation de l'instruction. L'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, elle a réuni l'opposition et certaines organisations de la société civile. Selon Sud Quotidien, une plateforme unitaire est en train d'être mise en place pas à pas contre le régime en place. Mais le journal souligne que si la défense de la démocratie et le respect de l'état de droit s'avère la pierre angulaire de cette plateforme, comme l'assurent certains de ses promoteurs et autres spécialistes de la chose publique, il n'en reste pas moins que la visée électoraliste n'est pas à écarter compte tenu des échéances qui se pointent. Mais quelle sera ou quelle doit être la posture du régime pour contrer cette dynamique unitaire? Enquête indique que Macky a tout intérêt à ramener dans le jeu les deux cas de la République, Khalifa Ababakar Sall et Karim Wade. Le seul acteur qui avait beaucoup à perdre, Ousmane Sonko, aura du mal à s'opposer à leur réhabilitation après avoir beaucoup mobilisé de jeunes pour réussir à tordre le bras à la justice et à l'État. À la une de l'As, il est question des menaces sur la liberté d'expression, les insultes sur le net et des attaques contre Dakaractu et l'Héral. Le journal informe que l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne appelle à porter plainte contre des influenceurs et des activistes qui ont attaqué de manière violente les journalistes pour avoir fait leur travail. Appel a saisi le procureur de la République. Le Synpics, quant à lui, a alerté sur les menaces contre la presse. La santé à présent et la polémique sur le vaccin AstraZeneca. Le journal Le Soleil fait savoir que l'OMS rassure et demande aux États de poursuivre les opérations de vaccination. Quant à l'agence européenne du médicament, elle a tranché. Selon elle, le vaccin AstraZeneca est sûr et efficace. Cette interpellation musclée d'un gang à Pikine rue 10 à la une du quotidien Les Échos, à la première page aussi de Tribune. L'opération a tourné au grabuge. Un des agents de police a eu le bras fracturé et a perdu son arme de service. Selon mes confrères, un des malfaiteurs a profité de la mêlée, a ramassé l'arme du policier mal en point et s'est enfui avec. Deux des bandits ont été
interpellé et le cerveau de la bande Akon qui a volé l'arme du policier est activement recherché. Un coup d'œil dans l'Observateur. Confidence poignante sur les misères de grands blessés de guerre. Après la blessure d'un GIGN lors des récentes manifestations, l'Observateur est allé à la rencontre de 3 soldats amputés suite à des missions sur le terrain. À la page 4 du journal, à lire les témoignages d'ex-soldats qui ne demandent qu'une revalorisation de leur pension. À vos kiosques et bonne lecture.